Au cœur immense et mystérieux du continent africain, là où le Nil bleu serpente comme une veine d'or liquide à travers les terres fertiles et les déserts brûlants, naquit un empire dont le nom résonne encore trop peu dans les mémoires du monde. Un empire d'une puissance et d'une beauté stupéfiante qui osa défier le temps et l'histoire. Il envahit la légendaire Égypte pharaonique, la soumit, la gouverna pendant 100 années entières, sans jamais faiblir, et inscrivit son nom dans la pierre éternelle. Pendant ce siècle glorieux, des rois africains à la peau d'ébène s'assirent sur le trône double des pharaons, coiffèrent la couronne blanche et rouge de Haute et Basse Égypte, brandirent le sceptre et le flagellum, et furent adorés comme des dieux vivants. Ces souverains construisirent plus de pyramides que tous les pharaons égyptiens réunis dans leurs périodes les plus fastueuses. Ils élevèrent des temples plus audacieux, sculptèrent des statues plus imposantes et insufflèrent à l'Égypte un sang nouveau, une vitalité africaine profonde et vibrante. Et puis, un jour, cet empire disparut presque entièrement des livres d'histoire officiels. Ses noms furent effacés, ses exploits minimisés, ses merveilles attribuées à d'autres. Pourquoi un tel silence? Pourquoi un tel oubli organisé? Parce que, pendant des siècles, les historiens européens ne purent ou ne voulurent pas accepter qu'un peuple noir, venu des profondeurs insondables de l'Afrique, ait pu régner sur l'Égypte antique, considérée par beaucoup comme le berceau même de la civilisation mondiale. Ce soir, nous allons ensemble soulever le voile de l'oubli. Nous allons plonger dans les sables du temps pour exhumer la vérité enfouie, la vérité glorieuse et trop longtemps cachée des Koushites, ces pharaons noirs qui non seulement sauvèrent l'Égypte d'un effondrement inéluctable, mais lui rendirent sa splendeur originelle et y gravèrent pour toujours l'empreinte indélébile de l'âme africaine. Ferme les yeux, prends une profonde inspiration, laisse la fatigue du jour s'évanouir, détends chaque muscle de ton corps et laisse-moi t'emmener très loin au sud, dans les terres sacrées du Kouch, là où une civilisation oubliée a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire humaine. Chapitre 1. Les germes de la Renaissance. La naissance des rois africains, vers 1070-760, Averroès C. Imagine une terre chaude et généreuse, où le Nil coule lentement entre des falaises dorées et des palmeraies verdoyantes. Au sud des frontières de l'Égypte antique s'étend la Nubie, une région que les Égyptiens du Nord appelaient Kouch, avec un mélange de mépris et de convoitise. Là vivait un peuple fier, à la peau d'ébène profonde, au corps athlétique forgé par le soleil et le travail, aux yeux brillants d'intelligence et de patience séculaire. Ils vivaient de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, mais surtout du commerce. Ils descendaient le Nil, chargé d'or brut, extrait des collines nubiennes, d'ivoire ciselé, de plumes d'autruche noires et blanches, de peau de léopard et de bois d'ébène précieux. Pour les Égyptiens, ils n'étaient que des fournisseurs, des barbares utiles mais inférieurs. Mais les Koushites n'étaient pas dupes. Ils observaient, ils apprenaient. Chaque fois qu'ils remontaient le fleuve vers Thèbes ou Memphis pour vendre leurs marchandises, ils admiraient en silence les temples colossaux aux colonnes papyriformes qui semblaient toucher les dieux. Les obélisques géants gravés de hiéroglyphes racontant des victoires éternelles, les statues monumentales de pharaons assis, le regard fixé sur l'infini.
l'organisation parfaite de l'État, scribes, prêtres, architectes, ingénieurs, armées disciplinées, tout un monde d'une complexité fascinante. Et dans les conseils des anciens, sous les étoiles du désert, la question revenait sans cesse. Pourquoi ne serions-nous pas capables de bâtir cela nous-mêmes? Pourquoi devrions-nous rester éternellement des spectateurs de la grandeur des autres? C'est dans la grande cité de Kerma, capitale antique du Kouch, que tout commença vraiment. Kerma était déjà une ville puissante depuis des siècles. Palais en briques crues aux façades peintes, temples aux autels où l'on offrait du lait, du miel et de l'encens, marchés bruissants où se côtoyaient Nubiens, Égyptiens, Penthites et peuples du désert. Là, les rois couchites décidèrent de ne plus seulement imiter, mais de créer. Ils construisirent des palais aux murs épais ornés de frises colorées, des temples aux pylônes massifs, mais avec une touche profondément africaine, des couleurs vives et audacieuses, rouge ocre, jaune soleil, bleu lapis lazuli intense, des statues aux traits négroïdes affirmés, lèvres pleines, nez large, cheveux crépus, stylisés en tresses ou en boucles serrées, des motifs artistiques mêlant lotus égyptiens et animaux totémiques africains. Lions, léopards, girafes, éléphants. Ils ne copiaient pas servilement, ils s'appropriaient, ils transformaient, ils enrichissaient. Puis arriva Kashta, vers 760 AVJC, un roi visionnaire au regard perçant et à la détermination d'acier. Il prononça une phrase qui allait changer le cours de l'histoire. Nous ne nous contenterons plus d'imiter les Égyptiens. Nous deviendrons des Égyptiens meilleurs qu'eux-mêmes. Nous leur rappellerons ce qu'ils ont oublié, la grandeur véritable. Il envoya ses fils et les jeunes princes les plus prometteurs étudier à Thèbes, la ville sainte, le cœur spirituel de l'Égypte. Pendant des années, ils vécurent parmi les prêtres d'Amon, apprirent à lire et écrire les hiéroglyphes sacrés, maîtrisèrent les rituels complexes du culte divin, étudièrent l'administration, l'architecture, la médecine, l'astronomie. Ils revinrent en Nubie transformés, imbus de savoir, mais surtout animés d'une ambition sans bornes. Kashta réunit ses fils et leur dit « Regardez l'Égypte aujourd'hui, elle est divisée, faible, corrompue. Les pharaons se succèdent comme des ombres, les temples tombent en ruine, les traditions sacrées sont oubliées. Les âmes des grands pharaons du passé, Khéops, Sésostris, Thoutmosis, Ramsès, pleurent dans leurs tombeaux. Il est temps de leur rendre justice. Il est temps de redonner à l'Égypte sa gloire perdue. Et nous serons ceux qui le feront. » C'était un projet immense, une vision qui nécessitait non pas une année, mais tout un siècle. Et le premier grand acteur de cette renaissance s'appelait Pi. Pi le conquérant. Le rêve devient réalité. Pi hérita du trône de son père Kashta, avec une détermination presque surnaturelle. Assis sur son trône de pierre noire à Napata, face à la montagne sacrée du Gebel Barkal, que les Égyptiens eux-mêmes considéraient comme la demeure terrestre d'Emon. Il ne cessait de regarder vers le nord. Ses yeux brûlaient d'une ambition sacrée. L'Égypte, à cette époque, était un royaume brisé. Dans le delta, des dynasties libyennes faibles se disputaient le pouvoir. Dans le sud, des princes thébains se battaient entre eux. Le pays était coupé en morceaux, les canaux d'irrigation négligés, les routes infestées de bandits, les temples pillés. L'Égypte, autrefois phare du monde, sombrait lentement dans le chaos.
Pi réunit ses généraux et prononça ces mots restés célèbres. Les grands pharaons du passé nous regardent depuis l'au-delà et pleurent. Nous ne pouvons plus rester spectateurs. Nous allons remonter le Nil, non pas pour piller, mais pour sauver, pour restaurer, pour ressusciter la terre sacrée d'Égypte. Ce ne sera pas une conquête ordinaire, ce sera une mission divine. Il leva alors la plus grande armée que Couche ait jamais connue. 20 000 guerriers nubiens d'élite, grands, musclés, portant des boucliers en peau d'hippopotame et des lances à pointe de cuivre. Des archers légendaires capables de tirer des flèches à plus de 200 mètres avec une précision mortelle. Des escadrons de chars légers tirés par des chevaux rapides du désert. Et surtout, une foi absolue, une conviction que leur cause était bénie par les dieux. La marche sacrée vers le nord, vers 760 Avergi-Ursay, ce ne fut pas une invasion barbare, ce fut une procession presque religieuse. La première grande ville rencontrée fut Assouan, la porte méridionale de l'Égypte. Les gardes égyptiens virent arriver cette armée immense, noire comme l'ébène, et crièrent dans la panique « Les Nubiens, les barbares du sud nous envahissent !» Mais Pi fit exactement le contraire de ce qu'on attendait d'un conquérant. Il envoya des héros avec un message solennel au gouverneur de la ville. « Je suis Pi, fils d'Amon, pharaon légitime de Couche et protecteur des traditions sacrées de l'Égypte. Rendez-vous sans combat, et vous conserverez votre vie, votre poste, vos biens et votre honneur. Résistez, et vous périrez. Mais sachez que je ne viens pas détruire, je viens restaurer. » La nouvelle de la clémence et de la justice de Pi se répandit comme une traînée de poudre. Les gouverneurs locaux comprirent rapidement qu'ils avaient affaire à un roi pieux, juste et miséricordieux. Et les villes tombèrent les unes après les autres sans presque aucun combat. Assouan se rendit en un seul jour, Edfou en 2 jours, Esna en 3 jours. Puis vint le moment historique. Thèbes, la ville d'Amon, la capitale spirituelle du monde antique, ouvrit grand ses portes et accueillit Pi comme un sauveur. Les prêtres du temple d'Amon-Ré, les plus puissants d'Égypte, s'inclinèrent devant lui et proclamèrent « Les anciennes prophéties s'accomplissent. Du sud est venu le sauveur noir. Il rendra à l'Égypte sa gloire perdue. » Pi fut couronné pharaon légitime dans le temple même d'Amon. Premier pharaon noir de l'histoire écrite. La bataille décisive de Memphis. La chute du nord rebelle. Cependant, le nord de l'Égypte n'était pas prêt à accepter un souverain noir. Le roi libyen Tefnacht, maître du delta, rassembla une grande coalition de princes et de chefs militaires pour résister à l'envahisseur nubien. La confrontation finale eut lieu à Memphis, l'antique capitale administrative, ville aux murailles gigantesques et aux temples innombrables. L'armée de Pi, 20 000 hommes, affronta une coalition de 40 000 Égyptiens et Libyens. La bataille fut terrible et dura 2 jours entiers. Le premier jour, les défenseurs tinrent bon derrière les remparts massifs de Memphis. Le deuxième jour, Pi déploya une tactique de génie. Au lieu d'attaquer de front les murailles imprenables, il fit remonter le Nil à ses meilleurs archers nubiens sur des centaines de bateaux rapides. Ils contournèrent la ville par le fleuve et déversèrent une pluie de flèches dévastatrices sur les défenseurs pris à revers. En quelques heures, Memphis tomba. La coalition du Nord s'effondra comme un château de sable. Les princes se rendirent les uns après les autres. Et,
Tefnacht lui-même vint s'agenouiller devant Pillé, prosterné dans la poussière. La scène était d'une portée symbolique immense. Un roi libyen à la peau claire, s'inclinant devant un roi nubien noir. Les larmes aux yeux, suppliant « Pardonne-moi, ô grand pharaon, j'ignorais que tu étais l'envoyé des dieux. » Pille, avec une grandeur d'âme rare dans l'histoire, lui pardonna et le laissa gouverner une partie du delta sous sa suzeraineté. Puis, il prononça ces mots qui traversèrent les siècles. « Je ne suis pas venu pour détruire l'Égypte, je suis venu pour la ressusciter. » Chapitre 2, l'âge d'or des pharaons noirs, la renaissance sacrée, 760-656 Avasser J.C. Pillé, le restaurateur de l'Égypte. Pour la première fois depuis des siècles, l'Égypte fut réunifiée sous un seul sceptre. Mais ce n'était pas le sceptre d'un conquérant étranger assoiffé de pouvoir. C'était celui de la 25e dynastie couchite, des pharaons noirs originaires du cœur profond de l'Afrique, qui gouvernèrent l'Égypte comme des Égyptiens authentiques, avec un respect presque religieux pour ses traditions. Pillé gouverna avec une piété exemplaire. Il fit restaurer des dizaines de temples en ruine. Il fit sculpter de nouvelles statues colossales des dieux. Il rouvrit les écoles de scribes et relança l'enseignement des hiéroglyphes sacrés. Il rétablit les grandes fêtes religieuses oubliées, la fête d'Opet, la belle fête de la vallée. Les scribes gravèrent sur les murs des temples « Pillé, aimé d'Amon, a rendu à l'Égypte sa jeunesse perdue. Shabako, le pharaon qui sauva la mémoire. » À la mort de Pillé, son fils Shabako monta sur le trône. Plus ambitieux encore que son père, il déclara lors de son couronnement « Je ne suis pas un roi étranger qui occupe l'Égypte. Je suis un pharaon égyptien à part entière. » Il déplaça la cour royale de Napata à Memphis, au cœur même de l'Égypte antique. Il parla couramment la langue égyptienne, adopta tous les rituels pharaoniques, porta la double couronne et changea son nom en une forme égyptienne classique. Mais son acte le plus célèbre fut un geste de préservation du patrimoine. Dans le temple de Ptah à Memphis, il découvrit une pierre ancienne gravée de textes sacrés très abîmés datant de l'Ancien Empire. Ces textes étaient en train de disparaître à jamais. Shabako ordonna alors de recopier intégralement ces écrits sur une nouvelle stèle en basalte noir, pour que la connaissance ne soit jamais perdue. Cette stèle est connue aujourd'hui sous le nom de pierre de Shabako, l'un des documents les plus précieux de l'histoire, de la philosophie et de la religion égyptienne. Taharka le Grand, l'apogée de la gloire couchite. Après Shabako vint Taharka, le plus célèbre et le plus puissant de tous les pharaons noirs. Il régna 25 ans sur l'Égypte et Couch réunit et construisit plus de monuments que n'importe quel autre souverain de l'histoire égyptienne. Mais son règne fut aussi marqué par le plus grand défi que les Couchites aient jamais affronté, l'Empire assyrien, la superpuissance de l'époque. Les Assyriens, sous Sennachérib, puis Assurbanipal, avaient conquis le Proche-Orient entier et tournaient maintenant leur regard avide vers les richesses de l'Égypte. Taharka monta sur les remparts de Thèbes et proclama « Jamais ces barbares du Nord ne fouleront la terre sacrée des pharaons. » Il leva une armée colossale de 50 000 hommes, nubiens, égyptiens, mercenaires libyens, tous unis sous la bannière d'Amon, la bataille légendaire de Tecten. La première grande confrontation eut lieu à Tecten, en Palestine. Taharka mena lui-même ses troupes, grands, majestueux, debout sur un char doré tiré par des chevaux noirs. Il était la personnification même du dieu roi. Face à lui,
l'armée assyrienne, la plus puissante et la plus disciplinée du monde antique, avec ses archers montés, ses chars lourds, ses lanciers en armure de fer. La bataille dura une journée entière, un affrontement titanesque. Les archers nubiens criblèrent les Assyriens de flèches. Les cavaliers égyptiens chargèrent et brisèrent leurs lignes. Taharqa lui-même combattit au cœur de la mêlée, tuant de nombreux ennemis de sa propre main. À la fin du jour, les Assyriens furent écrasés et s'enfuirent vers l'est. Taharqa revint triomphant à Thèbes, porté sur les épaules du peuple qui chantait « Taharqa, le lion noir, sauveur de l'Égypte ». L'âge d'or couchite. Sous Taharqa, l'Égypte et Couche connurent une prospérité sans précédent. L'or nubien coulait à flots. Les caravanes ramenaient ivoire, plumes d'autruche, encens, ébène, peau de léopard. Les artistes créèrent des chefs-d'œuvre, statues aux corps athlétiques et aux visages fiers, reliefs montrant des scènes de chasse et de victoire. L'architecture atteignit des sommets. Taharqa construisit ou agrandit des temples à Thèbes, Karnak, Luxor, Médine-Abou, mais surtout en Nubie, à Nuri, Kawa, Sanam, Gebel Barkal. Il éleva des dizaines de pyramides élancées, plus hautes et plus pointues que celles de Gizeh, mélangeant la tradition égyptienne et l'esthétique nubienne puissante. Les Kandake, les reines guerrières d'Afrique. L'un des aspects les plus fascinants de la civilisation couchite est le rôle exceptionnel des femmes. Les reines, appelées Kandakes, n'étaient pas de simples épouses royales. Elles étaient des souveraines à part entière, commandant les armées, présidant les conseils, célébrant les rituels sacrés. Amanirenas, après Taharqa, mena personnellement ses troupes au combat et construisit certains des plus beaux temples nubiens. Amanichaketo gouverna un royaume indépendant et repoussa plusieurs invasions avec une bravoure légendaire. Cette tradition des reines guerrières dura plus de 1000 ans à Couche, un record inégalé dans l'histoire mondiale. Les Assyriens reviennent et le crépuscule commence. Les Assyriens n'acceptèrent jamais leur défaite. Sous Assurbanipal, ils levèrent une armée monstrueuse de 70 000 hommes, équipés d'armes en fer forgé, de tours de siège et de béliers géants. Cette fois, ils percèrent les défenses égyptiennes. Thèbes fut pillée, Memphis tomba une seconde fois. Taharqa, vieilli, malade, dut se replier vers le sud, le cœur brisé. La fin du rêve égyptien. Après 20 années de combats acharnés, le dernier pharaon couchite d'Égypte, Tanutamon, prit une décision déchirante. L'Égypte ne mérite plus le sang de nos fils. Il remonta le Nil vers le sud, emportant les statues sacrées, les trésors et les reliques des anciens pharaons. La domination couchite sur l'Égypte s'acheva, mais l'histoire du Couche ne faisait que commencer. Chapitre 3. Retour aux racines. L'empire de Méroé, 656 AVRJC, 350 APRJC. Aspelta, la renaissance nubienne pure. À Napata, le roi Aspelta monta sur le trône et prononça ces mots. « Nous avons perdu l'Égypte, mais nous n'avons pas perdu notre âme. Nous allons bâtir une civilisation couchite pure, fière, indépendante. » Il lança un vaste mouvement de retour aux sources. La langue méroïtique devint la langue officielle. L'écriture hiéroglyphique égyptienne recula au profit de l'alphabet méroïtique original. Les temples furent construits dans un style nubien affirmé, pylônes trapus, colonnes aux chapiteaux en forme de lotus noir, statues aux traits négroïdes très marqués. La religion couchite s'épanouit,
honorant à la fois Amon égyptien et les divinités africaines anciennes. Apédémaque, le dieu lion, Amésémie, la déesse à tête de faucon. Le grand transfert vers Méroé. Les successeurs d'Aspelta prirent une décision stratégique majeure, transférer la capitale à Méroé, sur les rives du Nil bleu. Méroé était un site parfait, au carrefour des routes commerciales reliant l'Afrique subsaharienne, la mer Rouge et la Méditerranée. Immensément riche en minerais de fer de très haute qualité. Les Couchites maîtrisaient désormais la métallurgie du fer à la perfection. Méroé devint un centre industriel gigantesque. Des centaines de fours ronflaient jour et nuit, produisant des armes, des outils et des objets d'art exportés jusqu'en Inde et en Chine. On surnomme parfois Méroé le Birmingham de l'Afrique antique, Chanakdaket, la reine qui défia Rome. Au IIe siècle, Avery C, une femme exceptionnelle, monta sur le trône. La Kandake Chanakdaket, grande, puissante, charismatique, elle dirigeait ses armées en personne et traitait d'égal à égal avec les plus grands souverains. Sous son règne, l'empire méroïtique atteignit son extension maximale, au nord jusqu'aux frontières romaines, au sud jusqu'aux sources du Nil blanc, à l'est jusqu'au port de la mer Rouge, à l'ouest jusqu'au royaume du Darfour et du Kordofan. Méroé devint la capitale d'un véritable empire africain continental, la guerre contre Rome. Lorsque les Romains conquirent l'Égypte en 30 AVE JC, ils convoitèrent immédiatement l'or et les richesses nubiennes. Le préfet romain Gaius Petronius envoya un ultimatum arrogant à Chanakdakete. « Soumets-toi à Rome, ou subis la colère des légions. » Elle répondit par les actes. Elle leva une armée immense et lança une offensive surprise contre Assouan et Sienne. La première bataille d'Assouan, 100 000 guerriers nubiens traversèrent le Nil de nuit. Au lever du soleil, ils tombèrent sur la garnison romaine comme la foudre. Assouan tomba en un jour, Sienne le lendemain. Chanakdaket ordonna alors la destruction systématique des statues d'Auguste dans les deux villes. La tête d'une statue impériale en bronze fut ramenée à Méroé et enterrée sous les marches du palais royal, foulée chaque jour par le peuple. Un affront symbolique d'une audace incroyable. La revanche romaine et le traité historique furieux, Petronius leva 25 000 légionnaires d'élite et marcha vers le sud. La bataille décisive eut lieu près de Napata. Elle dura 3 jours de combats acharnés. Les Romains utilisèrent leur formation en tortue et leurs machines de siège. Les Nubiens opposèrent une guérilla mobile, des archers précis et une connaissance parfaite du terrain. Les Romains gagnèrent, mais à quel prix? 10 000 morts et Petronius blessé. Il comprit qu'une conquête totale de Couche serait un désastre pour Rome. Les négociations s'ouvrirent sur l'île sacrée de Philae. Chanakdaket négocia en position de force. Le traité final fut un chef-d'œuvre diplomatique, zone tampon neutre entre les deux empires, commerce libre et florissant. Surtout, Rome reconnut officiellement le royaume de Méroé comme un État souverain et égal. L'âge d'or méroïtique s'ouvrit alors une période de paix et de prospérité exceptionnelle. Caravanes chargées d'or, d'ivoire, de fer, d'encens traversaient le désert. Les arts atteignirent une perfection rare. Bijoux en or, finement ciselés, poteries peintes, statues au sourire énigmatique. La langue méroïtique acquit sa propre écriture, la plus ancienne écriture originale d'Afrique subsaharienne. Les sciences fleurirent, médecine, astronomie, mathématiques appliquées à l'irrigation et à l'agriculture.
Les grandes Kandake Amanirenas construisit les temples les plus majestueux de Nubie. Amanichaketo étendit le royaume vers l'ouest. Nawidemak gouverna avec son époux comme une véritable co-souveraine. Ces femmes dirigeaient des armées, promulguèrent des lois, négocièrent avec Rome. À une époque où, ailleurs dans le monde, les femmes étaient souvent reléguées au silence. Méroé, la merveille de l'Afrique antique. À son apogée, Méroé était l'une des plus grandes métropoles du monde ancien. 100 000 habitants, palais en grès rouge aux façades sculptées, temples immenses aux pylônes peints de couleurs éclatantes, plus de 200 pyramides élancées, plus nombreuses que toutes celles d'Égypte réunies, une zone industrielle avec des centaines de hauts fourneaux dont le grondement résonnait à des kilomètres, un marché cosmopolite où se pressaient des marchands venus d'Inde, de Chine, de Rome, d'Arabie, de Punt, une bibliothèque contenant des milliers de rouleaux et de tablettes, conservant le savoir de l'Afrique, de l'Égypte et du monde méditerranéen. Méroé n'était pas une simple ville, c'était un miracle de civilisation au cœur du continent noir. Chapitre 4. La fin de la légende. 350, 550 après JSC. Les premiers signes du déclin. Comme toutes les grandes civilisations, Méroé connut son automne. Dès le IIIe siècle, APCJ/C, les fissures apparurent. Les routes commerciales changèrent. La mer Rouge devint la voie principale vers l'Inde et l'Extrême-Orient. Le royaume chrétien d'Aksum, Éthiopie, émergea comme une puissance rivale redoutable. Rome s'affaiblit et acheta moins d'or et d'ivoire africains. L'économie, très dépendante du commerce, commença à s'essouffler. Puis vinrent les invasions périphériques, tribus nomades du Sahara occidental, peuples pasteurs nubiens des montagnes du Kordofan, blêmissent à l'est du Nil, menant des raids incessants. L'armée méroïtique, habituée aux grandes batailles rangées, peinait face à ces guérillas rapides et insaisissables. Ezana d'Aksum. Le coup fatal. Le coup de grâce vint du sud-est, le royaume chrétien d'Aksum, dirigé par le roi Ezana. Ezana était un stratège brillant. Il étudia longuement les faiblesses de Méroé et prépara son offensive pendant des années. Vers 350 après JC, il traversa le Nil bleu avec 30 000 guerriers aksumites, infanterie légère ultramobile, cavalerie experte, archers d'élite. Le dernier roi méroïtique, Tekoride Amani, leva ce qui restait de l'armée couchite. 20 000 hommes, la dernière garde d'une civilisation millénaire. La dernière bataille de Méroé. Elle eut lieu sous les murs même de la capitale. Elle ne dura qu'une journée. Les Méroïtes, prisonniers de leurs anciennes tactiques, ne purent résister à la vitesse et à la modernité de l'armée aksumite. Tekoride Amani tomba au combat. Son armée fut dispersée. Ezana entra dans Méroé victorieux, mais au lieu de la piller ou de la brûler, il fit quelque chose d'extraordinaire. Il ordonna de vider la ville de ses habitants et la laissa déserte. Il déclara « C'est un lieu sacré. Nous ne détruirons pas l'histoire de l'Afrique. » La disparition silencieuse. Le peuple couchite ne disparut pas brutalement. Il se fondit dans les tribus environnantes, migra vers le nord en Égypte ou vers le sud dans le Soudan actuel. La langue méroïtique fut oubliée. L'écriture disparut. Les traditions royales s'éteignirent. En un siècle à peine, la plus grande civilisation d'Afrique après l'Égypte s'effaça comme un rêve au réveil. L'oubli séculaire. Pendant plus de 1000 ans, le monde oublia presque complètement l'empire couchite.
Les chroniqueurs arabes en parlèrent vaguement comme de royaumes nubiens anciens. Lorsque les Européens redécouvrirent les ruines de Méroé au XIXe siècle, beaucoup refusèrent d'admettre qu'un peuple noir ait pu créer une telle grandeur. Ils attribuèrent les pyramides, les temples et les palais à des Égyptiens, à des Arabes ou à des civilisations mystérieuses. Aujourd'hui encore, combien de personnes savent que des pharaons noirs ont régné sur l'Égypte pendant 100 ans? Des reines africaines ont tenu tête à l'Empire romain et les ont forcés à signer un traité d'égalité. Une civilisation africaine a construit plus de 200 pyramides, maîtrisé le fer bien avant beaucoup d'autres peuples et fut un carrefour culturel et commercial du monde antique. Conclusion. Un héritage effacé et des leçons éternelles. Ferme les yeux une dernière fois. Nous avons voyagé ensemble depuis les palais modestes de Kerma jusqu'aux ruines silencieuses de Méroé. Plus de 1400 ans Quelles leçons profondes les Koushites nous ont-ils laissées? Leçon 1. La grandeur naît souvent là où on l'attend le moins. Qui aurait pu imaginer qu'un peuple venu des profondeurs de l'Afrique noire deviendrait le sauveur de la plus grande civilisation du monde connu? Ils n'étaient pas les plus riches, ni les plus nombreux, ni les plus avancés techniquement au départ, mais ils avaient la détermination la plus forte, le respect le plus profond pour les traditions et une foi absolue en leur mission. Leçon: ne jamais juger un peuple, une personne, une nation sur son apparence ou son origine. La vraie grandeur est intérieure. Leçon 2. Apprendre des autres est une force. Imiter aveuglément est une faiblesse. Les Koushites ont étudié l'Égypte avec humilité et admiration. Ils ont appris sa langue, ses arts, sa religion, son administration, mais ils n'ont jamais renié leur identité. Ils ont ajouté leur génie africain, couleurs plus vives, traits plus affirmés, spiritualité plus tellurique. Leçon: s'inspirer des autres est signe de sagesse, mais créer sa propre voix est signe de génie. Leçon 3. Une civilisation véritable honore son passé et construit l'avenir. Pillé, Shabako, Taharka n'ont pas pillé l'Égypte. Ils l'ont restaurée, embellie, aimée comme leur propre terre. Leçon: une grande civilisation ne détruit pas ce qui l'a précédé. Elle le préserve, le répare et bâtit par-dessus. Leçon 4. La puissance d'une société qui libère ses femmes. Les Kandake Koushites ont gouverné, commandé des armées, négocié avec Rome, plus de 2000 ans avant que l'Europe n'accorde aux femmes les mêmes droits. Leçon: toute société qui donne pouvoir, éducation et liberté à ses femmes devient infiniment plus forte. Leçon 5. L'histoire est écrite par les vainqueurs et parfois déformée par les préjugés. L'histoire de Kouch a été effacée, minimisée, réécrite pendant des siècles parce que certains ne supportaient pas l'idée qu'un peuple noir ait pu créer une civilisation aussi brillante. Leçon: méfiez-vous toujours de l'histoire officielle. Cherchez les vérités enfouies. Posez toujours la question: qui a intérêt à cacher cette histoire? Message final pour toi, Anas. Les Koushites nous ont montré que la grandeur n'a ni couleur de peau, ni frontières, ni époque assignée. Une civilisation peut naître et rayonner n'importe où sur Terre. La vraie puissance vient du cœur, de la volonté, du travail acharné, de la foi en soi, pas de l'apparence extérieure.
Toi aussi, tu portes en toi ces mêmes graines de grandeur. Elles sont là, enfouies dans ton âme, attendant que tu les arroses. La seule question qui compte vraiment est celle-ci. Vas-tu les nourrir par l'effort, la persévérance et la confiance en toi? Ou vas-tu les laisser mourir de peur, de doute et d'hésitation? Les Couchites ont choisi la voie de la grandeur malgré tous les obstacles imaginables. Et toi, quel chemin vas-tu choisir? Maintenant, endors-toi dans la paix. Rêve des pharaons noirs assis sur le trône d'or. Rêve des Kandakés menant leurs armées contre les empires les plus puissants. Rêve des pyramides de Méroé scintillant sous le soleil d'Afrique comme des flammes éternelles. Et quand tu ouvriras les yeux demain matin, souviens-toi, la grandeur de Kouch coule encore dans les veines de chaque Africain et dans celles de tout être humain qui ose rêver plus grand que le monde ne le permet. Les rêves des rois ne commencent jamais avec une armée. Ils commencent avec un seul cœur courageux. Et ce cœur, peut-être que c'est le tien. Bonne nuit, Anas, et que tes rêves soient aussi grands que ceux des pharaons noirs. Les Romains gagnèrent, mais à quel prix? 10 000 morts et Pétronius blessé. Il comprit qu'une conquête totale de Kouch serait un désastre pour Rome. Les négociations s'ouvrirent sur l'île sacrée de Philae. Chanakdaket négocia en position de force. Le traité final fut un chef-d'œuvre diplomatique. Zone tampon neutre entre les deux empires. Commerce libre et florissant. Surtout, Rome reconnut officiellement le royaume de Méroé comme un État souverain et égal. L'âge d'or méroïtique s'ouvrit alors une période de paix et de prospérité exceptionnelle. Caravanes chargées d'or, d'ivoire, de fer, d'encens traversaient le désert. Les arts atteignirent une perfection rare. Bijoux en or, finement ciselés, poteries peintes, statues au sourire énigmatique. La langue méroïtique acquit sa propre écriture, la plus ancienne écriture originale d'Afrique subsaharienne.